Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Musée des Arts et Métiers, des lieux que vous connaissez bien puisque vous êtes professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers et titulaire de la chaire Santé et Développement. Vous êtes médecin épidémiologiste, vous avez œuvré toute votre carrière au cœur, je dirais, des épidémies, et puis désormais vous consacrez davantage à la recherche, à l'enseignement, au CNAM donc, mais également à l'Institut Pasteur, au Collège de France ou encore à Sciences Po Paris. Vous êtes membre du Conseil scientifique de la Covid-19, donc placé auprès du Président de la République pour éclairer la décision politique. Alors vous avez publié et signé de nombreux articles sur le SRAS, le sida ou encore la peste dans de nombreuses revues scientifiques. Alors Arnaud Fontanet, je vous remercie d'avoir bien voulu intervenir au profit de ce cours en ligne et d'y aborder le thème du choc stratégique des pandémies. Alors peut-être pour commencer, si vous le voulez bien, un regard un peu rétrospectif. Dans l'imaginaire occidental, les pandémies, ces maladies contagieuses généralisées, sont associées au chaos, à l'impuissance, à la désorganisation, voire même à la désintégration sociale. Et lorsqu'on regarde l'histoire, c'est vrai que les pandémies constituent un moment de vérité pour les populations et pour les institutions. Alors, ce moment de vérité, il interroge en particulier la capacité des sociétés et des institutions à se préparer, à anticiper donc la possible survenue d'une crise pandémique, à développer ce qu'on pourrait appeler une vision stratégique qui intègre les exigences de santé publique au cœur du rôle de protection de l'État et de la capacité de résilience de la population. Alors, il faut distinguer un petit peu ce qu'on a dans notre imaginaire, des pandémies qui sont effectivement la peste au Moyen-Âge, qui a tué un tiers de la population urbaine. On voit encore les images de ce qu'on imagine a pu être des grandes épidémies de choléra, de fièvre typhoïde, puis il y a eu la grippe espagnole, c'est il y a 100 ans, où là, c'est effectivement des images de dévastation qui nous viennent à l'esprit. Et puis peut-être ce qu'on a connu plus récemment, qui finalement la plus grande pandémie que nous ayons connue, c'est celle du sida, qui est extrêmement mortelle, en chiffres bien au-delà de tout ce qu'on voit aujourd'hui, y compris avec la Covid-19, mais qui, elle, était très insidieuse. Ce n'était pas cette pandémie brutale qui arrive et qui, en quelques jours, va toucher une ville et on voit les personnes mourir. Non, c'est une pandémie qui s'est installée dans la durée, avec une incubation extrêmement longue. Et donc, c'est vrai que nos images sont un petit peu faussées quand on contraste finalement ces images du passé et puis celles de la pandémie la plus sévère qu'on ait vécue récemment. Et pour les autres, qui auraient pu être des pandémies graves comme la grippe de Hong Kong ou la grippe asiatique ou la grippe H1N1 en 2009, finalement, on a eu de la chance. Quand on regarde un petit peu les paramètres de ces épidémies relativement récentes, j'avais dans un cours du Collège de France récemment fait une checklist de l'agent pathogène qui donnerait une pandémie grave. Et j'avais mis, ce serait un agent pathogène qui allait d'abord avoir un nombre de reproductions que j'avais estimé à 2 ou 3, c'est le nombre de cas secondaires par personne infectée, donc un niveau de transmissibilité important. Ce serait un taux de létalité supérieur à 1 pour 1000, c'est-à-dire qu'une personne, plus d'une personne sur 1000 infectée décéderait. J'avais mis ce qu'on appelle l'intervalle de génération, qui est le temps entre le moment où une personne est malade et le moment où les personnes qu'elle aura infectées seront malades. Je l'avais mis à 3 jours, quelque chose qui va extrêmement vite. J'avais aussi dit un agent infectieux qui serait contagieux avant le début des symptômes chez les personnes infectées. Et puis je terminais, diapo suivante, avec la grippe, car c'était pour moi vraiment celui qui était la plus grande menace. Il se trouve que quasiment tous ces critères ont été cochés par le SARS-CoV-2, mais que si jusqu'à présent on n'a pas vécu un épisode aussi terrible que celui-là, c'est que dans les pandémies récentes auxquelles nos civilisations ont été confrontées, il manquait un de ces critères. Et pour la pandémie de H1N1, par exemple en 2009, c'est la létalité, la part de décès parmi les personnes infectées qui était beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait redouter, inférieur à 1 pour 10 000, alors que là, avec ce nouveau coronavirus, on est à 7 pour 1000, donc c'est des échelles de grandeur très différentes. Mais c'est d'être passé entre les gouttes qui fait qu'on ne s'est pas préparé. On avait d'un côté des images des siècles passés qui appartenaient quand même à la culture historique, de même qu'il y avait eu des grandes guerres, des grands ravages, etc. Donc on se disait que nos sociétés ne vont plus connaître ça. Et puis les dernières pandémies qui nous ont touchés,
À chaque fois, on a eu un peu de chance. Il manquait finalement une des cases à cocher et qui font que les virus n'ont pas été si terribles, sauf le virus du sida. Mais là, sur des échelles de temps tellement différentes que on ne l'a pas vu comme quelque chose d'extrêmement brutal. Bien sûr, ça a été douloureusement vécu par beaucoup de sociétés et notamment en Afrique, les ravages ont été considérables. Mais ça s'est fait avec du temps et on a pu s'installer avec cette idée finalement. Même si je pense que pour les générations des années 80, le sida reste un événement très traumatisant. Et donc là, on a été un peu cueillis à froid. Et je comprends que nos sociétés ne soient pas nécessairement préparées, parce que finalement, face à toutes les contraintes et les obligations que les hommes politiques doivent affronter dans leur exercice de leurs fonctions, la partie, si je peux me passer entre les gouttes et m'en sortir comme ça reste toujours une option, un peu qu'on choisit parce que voilà, on doit faire face à des menaces plus pressantes. Et donc d'être prêt, d'avoir des plans de préparation et d'avoir tous les stocks qu'il nous faut face à la multiplicité des formes que les épidémies peuvent prendre, ce serait un travail extrêmement lourd à mener. Et si cette fois-ci on a mis le doigt sur les masques, si ça avait été une épidémie de fièvre hémorragique, eh bien c'est les dons de sang qui auraient manqué. Si ça avait été une épidémie d'un agent comme le choléra, eh bien ce serait les liquides de perfusion qui auraient manqué. Vous voyez, donc quand on doit se retrouver à se dire est-ce que j'ai des stocks prêts pour tout, en toutes circonstances, prêts à agir aux quatre coins de la planète et sur mon territoire, versus la probabilité que ça survienne est quand même extrêmement faible. Et puis récemment on est passé entre les gouttes. Malheureusement, le choix de la facilité est pris, mais qui sommes-nous pour jeter la pierre? Donc si je suis votre raisonnement, et on reviendra peut-être un peu plus tard sur l'aspect préparation prospective, on est passé entre les gouttes, donc finalement la chance a un peu endormi notre méfiance, et donc on redécouvre quelque part, je reprendrai une expression chère à Alain Boer, ce qui est nouveau, c'est ce que nous avons oublié. On est en dépit finalement des moyens de nos sociétés contemporaines, en dépit de l'éclairage scientifique qui peut être apporté aux politiques, on est quand même surpris. Alors, en fait, je pense que c'est un phénomène très naturel, déjà au niveau individuel, mais à l'échelle d'une société aussi. Quand on sort d'une crise, d'effacer, d'oublier, si cette crise n'a pas laissé un traumatisme profond. Et le SRAS de 2003 avait été, entre guillemets, une excellente répétition, finalement, de ce qui est en train de nous arriver. Qu'est-ce qui nous avait sauvés du SRAS de 2003 ? Eh bien, c'était que la contagiosité démarrait plusieurs jours après le début des symptômes. Les patients, quand ils commençaient à avoir de la fièvre et toussaient, ne devenaient contagieux que 4 jours après le début des symptômes, ce qui laissait 4 jours pour les identifier et les isoler. Et grâce à ça, la pandémie de SRAS a pu être contrôlée. Et on a tourné la page très vite, alors que ça avait été vraiment, j'ai envie de dire, la meilleure répétition de ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, avec comme seule différence un agent infectieux qui, cette fois-ci, se transmet avant le début des symptômes et avec des formes mineures qui font qu'il peut passer inaperçu et que les méthodes d'isolement, du coup, ne marchent plus. Mais autant le SRAS avait quand même marqué nos sociétés, parce qu'on s'était tous cru à risque avec un virus transmis par voie respiratoire, donc le contact très facile, les avions qui nous amènent aux 4 coins de la planète. Rappelons-nous que la pandémie de SRAS a démarré quand un médecin de Canton est allé faire du shopping à Hong Kong avec son beau-frère, il descend à l'hôtel Métropole, et en 48 heures, il infecte 10 personnes qui vont se retrouver dans 6 pays différents la semaine suivante. Donc c'est là où on a vu le formidable potentiel de l'avion dans la propagation d'agents infectieux du type de ce coronavirus. Et pourtant, cette alerte, qui aurait dû nous servir, on l'a complètement écartée du revers de la main dès qu'on est sorti de cette crise. Le seul héritage du SRAS, ça a été le règlement sanitaire international, qui oblige tous les pays à déclarer une épidémie quand elle se déclare sur leur territoire. Mais pour le reste, vraiment, on a voulu tourner la page extrêmement vite, et je pense que ça fait partie des mécanismes de défense que nous avons aussi bien individuellement qu'à l'échelle d'une société pour repartir de l'avant. Et alors vous parliez des mesures qui avaient été prises à l'époque pour le SRAS, et j'ai l'impression qu'on va chercher des fois des mesures, j'allais dire,
plus loin dans l'histoire, puisqu'on retrouve des termes comme quarantaine, confinement, billet de santé, le conseil de santé mis en place auprès du roi. Donc finalement, on reformule certaines mesures qui sont, j'allais dire, presque intemporelles. Alors, pour le SRAS, en tout cas, on avait effectivement ressorti les quarantaines. Et ça faisait... Je pense qu'en France, il fallait remonter à Vannes et une épidémie de variole en 1957, ou 53, je ne me souviens plus. Mais enfin voilà, c'était la dernière fois qu'on avait fait une quarantaine en France. Et puis sinon, c'était la grippe espagnole. Et ça avait été ça n'a jamais été comme on l'a fait avec un confinement complet d'une population, mais ça avait été par endroits, etc. Et c'est vrai que les panneaux qu'on a vus ressortir avec quarantaine, etc., c'était des mots vraiment tirés des siècles passés. D'ailleurs, nos systèmes législatifs ont été pris de court parce qu'on avait le droit de mettre en quarantaine des gens pour peste, choléra, et je ne sais plus, une troisième maladie, mais on ne pouvait pas les mettre en quarantaine pour le nouveau coronavirus. Et du coup, un peu partout dans le monde, tous les pays ont mis à jour leur code de loi pour dire que pourront être mis en quarantaine des individus qui ont telle et telle affection ou qui ont été contacts de personnes qui avaient telle et telle affection et toute nouvelle maladie pour laquelle le ministre de la Santé signerait le décret de machin. Donc c'était marrant parce que tous les pays ont dû finalement s'adapter parce qu'on n'avait pas anticipé d'avoir recours à ces mesures qui sont quand même assez frustres, mais qui sont ce que l'on peut faire quand on n'a plus d'autres moyens que d'empêcher les contacts entre personnes, parce que les maladies transmissibles, c'est le contact entre les personnes, qui, en tout cas pour une maladie respiratoire, va être responsable de la transmission. Et quand on n'arrive plus, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens, vous restez chez vous, parce que comme ça, vous ne vous rencontrerez plus. Donc c'est vraiment un constat d'échec, effectivement, mais qu'il a fallu accepter parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de stopper l'épidémie.